Bonsoir, et bienvenue. Avant de nous aventurer dans les ruelles sombres de Clamecy, un village figé dans le temps, nous vous invitons à nous dire dans les commentaires depuis quelle ville et à quelle heure vous nous rejoignez. L'histoire que nous allons vous raconter ce soir, est une mosaïque fragile, assemblée à partir de fragments de journaux jaunis, de rapports de gendarmerie laconiques, et des échos persistants d'une mémoire collective qui refuse de éteindre. Nous sommes en 1910, et la quiétude apparente de la Bourgogne est sur le point d'être brisée par un fait divers d'une violence inouïe, une affaire qui, plus d'un siècle plus tard, continue de hanter les esprits. C'est l'histoire de la géante de Clamecy, une tragédie qui soulève une question fondamentale et troublante. Avons-nous assisté au meurtre sauvage d'un tyran, ou à l'explosion de fureur d'un monstre? Clamecy, en cette fin de belle époque, est une bourgade pittoresque du département de la Nièvre. Ses maisons à pans de bois, aux façades penchées, semblent se murmurer des secrets au-dessus des quais de Lyon. La ville vit encore au rythme de son passé glorieux, celui du flottage du bois, bien que cette ère touche à sa fin. Une tranquillité provinciale imprègne l'air, mais elle est teintée d'une méfiance ancestrale envers les étrangers, particulièrement les gens du voyage dont les campements s'installent en périphérie, objet de curiosité et de suspicion. La vie écoule entre les étals du marché, sous le regard de pierre de la majestueuse collégiale Saint-Martin. Les nouvelles, bonnes ou mauvaises, se propagent comme une traînée de poudre le long de la rue du Grand Marché. Des archives comme le journal local, Écho de la Nièvre, ou les registres de la gendarmerie, conservent une trace de événements, mais leurs lignes austères ne révèlent qu'une infime partie de la vérité humaine qui se cache derrière le drame. Au cœur de cette histoire se trouve une figure hors norme, une femme que le public ne connaît que sous le nom de la géante Cigane. Attraction principale d'une foire itinérante, elle mesure 2 mètres et 3 centimètres, une stature qui la condamne à être une curiosité, une créature presque mythologique exhibée par son maître, un certain Monsieur Alistair. Pour les foules qui paient pour la dévisager, elle n'est qu'un spectacle silencieux et imposant, une anomalie de la nature. Mais dans l'ombre confinée de sa roulotte, loin des regards, se dissimule le secret d'une servitude brutale. Son vrai nom, Zora, n'est qu'un murmure oublié. Elle est une paria, une propriété dont l'humanité a été effacée. Un volcan de souffrance contenue qui s'apprête à entrer en éruption dans un acte d'une violence libératrice et terrifiante. Un acte qui fera voler en éclats les chaînes visibles et invisibles de sa captivité. L'homme qui la tient en laisse, Monsieur Alistair, présente au monde le visage d'un forain affable, au verbe facile et au sourire engageant. Il sait captiver son public, vendre son attraction avec un talent indéniable. Mais les archives non officielles, celles des témoignages recueillis bien après le drame, peignent un portrait radicalement différent. Celui d'un homme à la main lourde et à lourd. Âme sombre. Bien avant que le sang ne coule, des signes avant-coureurs avaient troublé la quiétude du champ de foire. Des voisins se plaignaient de bruits sourds et de cris étouffés provenant de sa roulotte à la nuit tombée. Un maréchal ferrant se souviendra avoir vendu à Alistair des chaînes d'une lourdeur anormale. Pas pour des bêtes, précisera-t-il plus tard. Le pharmacien du village notait ses achats réguliers de laudanum, prétendument pour calmer les nerfs de sa créature. Ces fragments d'un quotidien sordide étaient les fissures annonçant l'effondrement imminent d'un barrage de douleur. La question était pas de savoir si une tragédie allait se produire, mais quand. Nous sommes en 1910, et Clamecy, niché au cœur de la Bourgogne, semble encore ignorer les frémissements d'un siècle naissant. La ville, avec ses façades à pans de bois qui se penchent les unes vers les autres, comme pour échanger d'anciens secrets, vit suspendue dans le temps. Les quais de Lyon, autrefois vibrants de l'activité des flotteurs de bois, portent désormais la mémoire d'un âge d'or révolu. Une quiétude provinciale, presque trompeuse, s'est installée, rythmée par le clocher de la collégiale et le murmure de la rivière. C'est une tranquillité de surface, une fine couche de glace recouvrant des eaux profondes et troubles. Sous cette apparence de sérénité, la ville conserve une âme ancienne, pétrie de tradition et d'une méfiance atavique envers tout ce qui vient d'ailleurs, une disposition qui s'avérera déterminante dans la tragédie à venir. La vie sociale de Clamecy s'articule autour de 2 pôles immuables, le marché hebdomadaire et l'église. Sous le regard de pierre de la majestueuse collégiale Saint-Martin, les habitants se croisent, échangent des nouvelles, et, surtout, des rumeurs. Chaque événement, chaque parole, chaque regard est disséqué, commenté, amplifié, le long de la rue du Grand Marché. Dans cette communauté soudée où tout le monde connaît tout le monde, l'anonymat est un luxe inexistant, et le jugement, une monnaie courante. Les archives de la gendarmerie locale et les colonnes du journal Écho de la Nièvre ne sont que le reflet officiel et épuré de cette vie collective. Ils enregistrent les faits, mais omettent les chuchotements,
les regards en coin et les silences lourds de sens qui constituent la véritable chronique de la ville. Cette atmosphère de communauté fermée engendre une suspicion tenace envers l'aide étranger. Les gens du voyage, avec leurs roulottes colorées et leur mode de vie nomade, cristallisent toutes les peurs et les préjugés. Leurs campements, installés en périphérie de la ville, sont perçus comme des zones de non-droit, des lieux de mystère et de désordre potentiel. Pour les Klamsikois, ils représentent une altérité radicale, à la fois fascinante et inquiétante. Ils sont le spectacle que l'on observe de loin, la source des contes pour effrayer les enfants, mais jamais des égos à accueillir. C'est dans ce climat de défiance que la foire itinérante de M. Alister vient planter son décor, apportant avec elle une curiosité qui deviendra bientôt le centre de toutes les attentions et de toutes les craintes. Les documents d'époque, consultés plus d'un siècle après les faits, offrent une perspective fragmentaire et déshumanisée du drame. Les registres de la gendarmerie de Clamecy, rédigés d'une écriture appliquée et d'un ton laconique, décrivent des faits bruts, des constats, des procédures. Écho de la Nièvre, quant à lui, relate l'affaire en quelques lignes, dans sa rubrique des faits divers, soucieux de ne pas alarmer ses lecteurs, ou de ternir l'image de la bourgade. Ces archives officielles sont des squelettes narratifs, des os blanchis par le temps, qui ne disent rien de la chair, du sang, et des larmes. La vérité de l'histoire ne se trouve pas dans l'encre des rapports, mais dans les silences qu'ils contiennent, dans les témoignages qui n'ont jamais été consignés, dans la mémoire orale qui a survécu à l'oubli. Pour comprendre le drame qui se noue, il faut sentir l'air de Clamecy en cette fin d'été. Il faut imaginer l'odeur de la pierre humide des ruelles étroites, mêlée à celle du foin coupé dans les campagnes environnantes, et de la fumée de charbon qui échappe des cheminées. Il faut entendre le son mat des sabots sur les pavés, le carillon régulier des cloches de Saint-Martin et le brouhaha du marché qui monte de la place. C'est un monde sensoriel dense, un cocon qui peut être aussi réconfortant qu'étouffant. Chaque mur semble avoir des oreilles, chaque fenêtre des yeux. Dans cet univers clos, un secret est un fardeau presque impossible à porter seul, et une souffrance silencieuse, une bombe à retardement dont personne ne veut entendre le tic-tac. La ville traverse une période de transition économique délicate. La fin du flottage du bois, qui avait fait sa fortune, a laissé un vide et une certaine nostalgie amère. Une anxiété latente plane sur l'avenir, et cette incertitude économique exacerbe les tensions sociales. On se raccroche aux traditions, à la terre, à une identité locale forte, pour se prémunir contre un monde en pleine mutation. L'arrivée de la foire est donc un événement ambivalent. D'un côté, elle offre une distraction bienvenue, une parenthèse de merveilleux et de spectacle dans un quotidien parfois morose. De l'autre, elle introduit un élément de désordre, un corps étranger dont les valeurs et les mœurs heurtent de front le conservatisme provincial, préparant le terrain pour un conflit inévitable. Ainsi Clamecy en 1910 n'est pas seulement une toile de fond pittoresque. C'est un personnage à part entière, un acteur silencieux mais puissant du drame. Sa beauté apparente dissimule une rigidité morale et des fractures sociales profondes. La ville est un écosystème fragile, où équilibre repose sur des conventions non dites, et des hiérarchies bien établies. L'irruption d'une figure aussi radicalement autre que la géante, exhibée comme une bête de foire, vient perturber cet ordre ancestral. Elle est le miroir dans lequel la communauté ne veut pas se voir, le catalyseur qui forcera les secrets à remonter à la surface. La question qui se pose alors est simple. Combien de temps ce fragile vernis de civilité peut-il résister, avant de se craqueler sous la pression de la violence et de la peur? Au cœur de ce microcosme forain, une silhouette domine toutes les autres, celle que les affiches et les boniments de son maître présentent comme la géante tzigane. Son existence est un spectacle permanent. Mesurant 2 mètres et 3 centimètres, elle est une anomalie, une curiosité de la nature offerte à la dévoration des regards. Pour les habitants de Clamecy, elle est moins une femme qu'un phénomène, une créature silencieuse et imposante, dont la stature même semble la priver de toute humanité. Son nom véritable, Zora, est un secret bien gardé, un murmure effacé au profit d'une identité de monstre de foire. Elle se tient sur l'estrade, jour après jour, exécutant les ordres d'un geste lent et mécanique, son corps immense contrastant violemment avec la soumission totale qui émane de sa personne. Le public, un mélange hétéroclite de paysans curieux, de bourgeois en quête de frissons et d'enfants aux yeux écarquillés, ne voit que la surface. Il paie pour contempler cette femme hors norme, pour se mesurer à son ombre écrasante. Son mutisme est interprété comme une caractéristique de sa condition, une part de l'aile, étrangeté qu'on attend d'elle. Son regard, que des témoignages tardifs décriront comme insondablement triste, passe pour de la vacuité, le vide d'un esprit simple. Dans les archives de la mémoire collective, elle n'est qu'une image, une attraction.
Personne ne se demande ce qui se cache derrière ce silence de pierre, ni quelle histoire a pu conduire une jeune femme à peine 25 ans à devenir la propriété silencieuse d'un forain. L'homme qui tire les ficelles de ce spectacle est un certain Monsieur Alistair. En public, il est l'archétype du battleur. Un homme au verbe facile et au sourire engageant, capable de tisser des légendes autour de sa protégée pour captiver la foule. Il la présente tantôt comme la dernière descendante d'une tribu de géants des Carpates, tantôt comme une enfant sauvage découverte dans une forêt lointaine. Son talent de conteur est indéniable, et il parvient à créer une aura de mystère et de danger autour de Zora, rendant le spectacle d'autant plus fascinant. Pour les autorités et les notables de Clamcy, il est un homme d'affaires comme un autre, un entrepreneur de spectacle qui apporte une distraction bienvenue dans la routine provinciale. Pourtant, derrière le vernis du bonimenteur, quelques observateurs plus attentifs perçoivent des dissonances troublantes. Un commerçant de la rue du Grand Marché notera plus tard dans un carnet personnel que le sourire d'Alistair ne montait jamais à ses yeux lorsqu'il s'adressait à la géante. Ses mains, toujours promptes à la guider ou à la positionner sur scène, avaient une fermeté qui tenait plus de la poigne du dompteur que de la main du tuteur. Ses ordres, bien que prononcés à voix basse, étaient chargés d'une froideur tranchante, qui ne laissait aucune place à la désobéissance. Ces détails, insignifiants sur le moment, étaient les premiers indices d'une relation fondée non pas sur la collaboration, mais sur une domination absolue et sans partage. De l'identité réelle de Zora, il n'est jamais question. Alistair entretient savamment le flou sur ses origines, une stratégie qui renforce son isolement et son emprise. Selon les registres non officiels, constitués de bribes de conversations rapportées bien après les faits, elle aurait été achetée à une famille misérable d'Europe de l'Est ou enlevée durant son enfance. En effaçant son passé, Alistair a fait d'elle une page blanche, sur laquelle il pouvait écrire sa propre fiction, la transformant en sa créature, sa chose. Privée de famille, de langue et de nom, Zora est une exilée permanente, une âme captive dans un corps qui la condamne à être visible de tous, mais comprise de personne. Mais l'effacement n'est jamais total, un esprit ne peut être entièrement mis en cage. Des témoignages fragmentaires, recueillis par la gendarmerie dans les jours qui suivirent le drame, font état de comportements étranges observés lorsque Zora se croyait à l'abri des regards. Un enfant du voisinage jurera l'avoir vu tracer dans la poussière, avec un bâton des symboles complexes, qui ne ressemblaient à aucune écriture connue. Un autre forain se souviendra l'avoir entendu murmurer pour elle-même, dans une langue gutturale et inconnue, une mélopée triste qui ressemblait à une prière ou à une lamentation. Ces actes discrets étaient les manifestations d'un monde intérieur préservé, les preuves silencieuses qu'un feu couvait encore sous la glace de sa résignation. Leur univers se résume à une roulotte de bois peinte de couleurs vives, une façade joyeuse qui dissimule une réalité sordide. C'est à la fois leur maison, leur scène, et sa prison. L'espace y est exigu, à peine suffisant pour un homme de taille normale, et terriblement inadapté à la stature de Zora. C'est dans cette boîte étouffante que se joue, loin des yeux du public, le véritable drame de leur coexistence. Les parois fines, conçues pour la route, et non pour contenir des secrets, ne parviennent pas toujours à étouffer les bruits d'une vie qui n'a rien de pittoresque. Ce sont ces sons, un choc sourd, un cri étouffé, un sanglot rauque, qui commenceront bientôt à alerter le voisinage du champ de foire. La domination d'Alistair est un art subtil et total, un mélange de violence physique et de torture psychologique. Son gigantisme, qui devrait être sa force, devient la source même de sa captivité. Elle ne peut se cacher, ni fuir sans être immédiatement remarquée. Chaque sortie est une exposition, chaque regard posé sur elle un rappel de sa condition de monstre. Alistair utilise cette visibilité forcée comme une arme, la maintenant dans un état de vulnérabilité et de dépendance permanente. Les chaînes qu'elle porte ne sont pas toujours de fer. Les plus lourdes sont invisibles, forgées dans l'humiliation quotidienne et la solitude absolue. Ainsi se dessine le tableau d'une bombe à retardement. Une relation toxique où un geôlier au visage aimable maintient sous son joug une captive dont la force physique est immense, mais la volonté brisée. La tension entre la puissance contenue de Zora et l'oppression constante d'Alistair atteint un point de non-retour dans l'atmosphère confinée de la foire de Clamcy. La communauté, fascinée par le spectacle, reste aveugle à la souffrance qui le nourrit. La question qui flotte dans l'air lourd de cette fin d'été n'est plus de savoir si une tragédie aura lieu, mais quand et sous quelle forme. Combien de temps une âme peut-elle supporter le poids d'un corps transformé en cage, avant que les barreaux ne cèdent dans un fracas de fureur et de sang? Bien avant que le sang ne vienne souiller le sol du champ de foire, un malaise diffus avait commencé à s'insinuer dans l'esprit des Clamcycois. La fascination initiale pour la géante laissait place à une pitié inquiète, puis à une sourde suspicion. Les premiers signes furent des murmures,
des fragments de conversation échangés à voix basse sur le marché ou au lavoir. On parlait de l'ombre qui semblait grandir dans le regard de la créature, d'une tristesse si dense qu'elle en devenait palpable. Les rires des enfants se figeaient parfois à son passage, non plus par étonnement, mais par une sorte d'effroi instinctif. La foire, qui devait être une parenthèse de joie, devenait le théâtre d'une tension invisible, un pressentiment partagé, mais jamais ouvertement formulé. Comme si nommer la peur risquait de la rendre réelle. La communauté observait, silencieuse, sentant que la mécanique bien huilée du spectacle se grippait. Les plaintes les plus directes émanaient des voisins de campement, les autres forains et les habitants des maisons les plus proches du terrain vague où étaient installées les roulottes. Les archives de la gendarmerie conservent la trace d'au moins 2 mains courantes pour tapage nocturne, déposées par un certain Monsieur Godot, charron de son état. Il y décrivait des bruits sourds et répétés, comme si l'on battait un tapis avec une force démesurée, suivis de ce qui ressemblait à des sanglots étouffés. Ces bruits, toujours tard dans la nuit, cessaient aussi brusquement qu'ils avaient commencé. Interrogé sommairement, Alistair avait balayé ces accusations d'un revers de main, évoquant les cauchemars de sa créature, ou le bruit d'une réparation urgente. Les gendarmes, peu enclins à s'immiscer dans les affaires des gens du voyage, classèrent l'affaire sans suite, ignorant ces percussions funestes qui rythmaient les nuits de Zora. Le témoignage du maréchal ferrant du village, un homme robuste nommé Joseph Bricard, recueilli bien après le drame, apporte une lumière crue sur la nature de la captivité de Zora. Il se souvient parfaitement de la visite d'Alistair à sa forge, quelques jours seulement après son arrivée. Le forain avait commandé une paire de chaînes, non pas pour des chevaux ou du bétail, mais d'une lourdeur et d'une épaisseur inhabituelles, avec des manilles spécifiquement conçues pour des poignets et des chevilles. Intrigué, Bricard l'avait questionné sur leur usage. La réponse d'Alistair, accompagnée d'un clin d'œil, œil complice, avait été glaciale. C'est pour retenir un trésor qui a parfois des envies de liberté. Le maréchal ferrant, bien que troublé, avait exécuté la commande. Plus tard, il confiera aux enquêteurs. Ces chaînes, ce N, étaient pas pour des bêtes. Une bête, on l'attache. Ça, était fait pour briser. Un autre fil de cette toile de suspicion nous mène à l'officine de Monsieur Vallet, le pharmacien de la rue du Grand Marché. Homme méticuleux, il consignait chaque vente dans un registre détaillé. Ces notes révèlent les achats réguliers et en quantité croissante de laudanum par Monsieur Alistair. La teinture d'opium, alors en vente libre, était un remède courant, mais les doses demandées par le forain étaient excessives. Il justifiait ces emplettes par la nécessité de calmer les nerfs de sa créature, prétendument sujette à des crises de mélancolie et d'agitation. Le pharmacien, respectueux du secret professionnel, n'avait jamais rien dit, mais il avait noté en marge de son cahier, à côté d'une des dernières ventes. Pour calmer, ou pour soumettre? Point. Cette simple question, griffonnée à l'encre violette, résonne aujourd'hui comme un avertissement funèbre, qui ne fut jamais entendu. Même la presse locale, généralement avide de faits divers croustillants, traita les premiers incidents avec une légèreté déconcertante. Elle, Écho de la Nièvre, dans son édition du 12 août 1910, consacre un entrefilet de quelques lignes à une altercation mineure, survenue pendant une représentation. L'article, anonyme, rapporte que la fameuse géante, dans un accès de mauvaise humeur, aurait refusé d'obéir à son mentor, provoquant un bref tumulte rapidement maîtrisé par le sang-froid de Monsieur Alistair. L'incident est présenté comme une anecdote pittoresque, un caprice de phénomène de foire. Pourtant, des témoins oculaires rapporteront plus tard une version bien différente. Celle d'un refus silencieux mais déterminé de Zora, suivi d'une gifle d'une violence inouïe de la part d'Alistair, assénée en coulisses, mais dont le claquement sec avait glacé les premiers rangs du public. Les rumeurs ne se cantonnaient plus aux bruits nocturnes ou aux transactions suspectes. Elles s'alimentaient désormais de ce que les gens voyaient ou croyaient voir. On parlait de marques bleues sur les bras de Zora, que ses longues manches peinaient à dissimuler. Une lavandière jura l'avoir aperçue près de la rivière, le visage strié de larmes silencieuses, alors qu'elle croyait être seule. Un autre raconta comment Alistair la privait de nourriture après chaque représentation jugée insatisfaisante, laissant son assiette bien en évidence, juste hors de sa portée. Chaque détail, chaque observation, ajoutait une pièce au puzzle d'une tyrannie domestique exercée au vu et au su de tous, mais protégée par le voile de l'indifférence et le statut de paria de la victime. La souffrance de Zora était devenue un secret de polichinelle, un drame que chacun choisissait d'ignorer. La relation entre le maître et sa créature se dégradait visiblement. La soumission autrefois totale de Zora se fissurait, remplacée par une forme de résistance passive.
Elle bougeait plus lentement, son regard ne fuyait plus mais se fixait parfois sur Alistair avec une intensité qui mettait ce dernier mal à l'aise. Il compensait cette perte de contrôle par un surcroît de brutalité verbale et physique. Leurs interactions publiques, autrefois un spectacle d'autorité bienveillante, devenaient des démonstrations de force à peine masquées. Le public sentait ce changement. L'amusement laissait place à la gêne. On ne venait plus voir une géante, mais assister à la lente et méthodique destruction d'un être humain. L'atmosphère sur le champ de foire S était alourdie, chargée d'une électricité statique annonciatrice d'un orage violent. Les autres membres de la troupe de forains, eux-mêmes des marginaux, maintenaient une distance prudente. Une loi non écrite, celle du silence et de la non-ingérence, régissait leur communauté. Interférer dans les affaires d'un autre, était risquer l'exclusion ou des représailles. Pourtant, des années plus tard, un vieux funambule confiera à un journaliste que tout le monde savait. Il savait pour les coups, pour les chaînes, pour l'humiliation constante. Il voyait Alistair compter ses recettes avec avidité, pendant que Zora mangeait seule, dans sa roulotte, un maigre repas froid. Ils entendaient ses supplications murmurées dans une langue qu'ils ne comprenaient pas. Leur silence-haine n'était pas de l'approbation, mais le fruit de la peur et d'un sentiment d'impuissance. Ils étaient les témoins muets d'un crime au ralenti. La roulotte elle-même était devenue un personnage de ce drame. Autrefois peinte de couleurs vives, elle semblait se ternir, sa peinture écaillée comme une peau malade. Les rideaux, autrefois fleuris, étaient désormais perpétuellement tirés, même en plein jour, transformant l'intérieur en une caverne sombre. Pour les enfants du village, elle était passée du statut de curiosité merveilleuse à celui de maison hantée. On se mettait au défi de s'en approcher, de coller son oreille au bois pour tenter de percevoir les secrets qu'elle renfermait. La roulotte N était plus un foyer, même précaire. Elle était le symbole matériel de l'emprisonnement de Zora, une boîte de bois et de tôle, où une vie éteignait à petit feu, loin des regards, dans l'indifférence quasi générale. Même le corps de Zora semblait envoyer des signaux d'alarme. Sa stature imposante, qui faisait l'admiration de tous, commençait à trahir une fragilité insoupçonnée. Des observateurs attentifs remarquèrent qu'elle avait maigri, que ses gestes, autrefois lents et puissants, étaient devenus hésitants, presque douloureux. Sa démarche était moins assurée, comme si le simple fait de se tenir debout lui coûtait un effort immense. Le médecin légiste confirmera plus tard les signes d'une malnutrition sévère et de multiples fractures anciennes, mal consolidées. Le spectacle de la force cachait une réalité de faiblesse et de dégradation physique. Le corps de la géante était un parchemin sur lequel écrivait, jour après jour, l'histoire de son calvaire, une chronique de souffrance que personne ne prit la peine de lire à temps. Ainsi, tous les éléments du drame étaient en place, visibles pour qui voulait bien voir. Les plaintes des voisins, les chaînes du maréchal Ferrand, le laudanum du pharmacien, les rumeurs grandissantes et les silences complices, formaient une accumulation de preuves accablantes. Chaque signe avant-coureur était une fissure qui lézardait la façade de la normalité, annonçant l'effondrement imminent d'un barrage de douleur trop longtemps contenu. La tranquillité de Clamecy reposait sur un équilibre précaire, sur le point d'être rompu par l'acte le plus désespéré et le plus violent qui soit. La question qui flottait dans l'air lourd de cette fin était plus de savoir si une tragédie allait se produire, mais quand, et quelle forme prendrait cette explosion de fureur libératrice. La découverte macabre, au petit matin du 23 août 1910, fige la foire dans une horreur silencieuse. Le corps de M. Alistair est retrouvé à l'intérieur de sa roulotte, dans un état que les témoins décriront plus tard comme relevant plus de la boucherie que du meurtre. La scène, décrite dans le rapport laconique de l'adjudant Dubois, de la gendarmerie de Clamecy, est d'une violence inouïe. Le crâne de l'homme est fracassé, son corps porte les marques d'une lutte acharnée et désespérée. À quelques pas de là, assise sur une simple caisse en bois, Zora attend, immobile. Ses mains et ses vêtements sont couverts de sang, mais son visage est une page blanche, vide de toute expression. Pour les premiers arrivés, la conclusion est une évidence aveuglante. La bête sauvage, trop longtemps contenue, a finalement dévoré son dompteur. L'adjudant Dubois, un homme pragmatique et peu enclin aux subtilités psychologiques, prend en charge l'affaire. Son procès-verbal, conservé aux archives départementales, reflète une conviction forgée dès les premières minutes. Il y note la passivité totale de la suspecte, son mutisme absolu face aux questions, une attitude qu'il interprète comme le signe d'un esprit simple, incapable de comprendre la portée de son acte, ou de feindre l'innocence. Pour lui, le mobile est aussi clair que le jour. Une explosion de fureur primitive, la révolte d'une créature anormale, contre l'autorité qui la maintenait dans le droit chemin.
Le dossier semble déjà clos dans son esprit. Il ne reste qu'à formaliser l'arrestation et à livrer la monstrueuse bohémienne à une justice qui ne pourra être que sévère. Pourtant, un détail vient enrayer cette mécanique bien huilée, une anomalie qui sème le doute dans l'esprit cartésien de l'adjudant. L'arme du crime, un lourd pilon en fer servant à broyer des pigments, qui aurait dû être l'instrument d'une fureur aveugle, est retrouvé à sa place, près du foyer, parfaitement propre et essuyé. Comment une femme, dans un accès de rage incontrôlable, aurait-elle eu la présence d'esprit de nettoyer l'arme de son crime, avant de se laisser passivement arrêter? Ce simple fait, noté en marge du rapport comme une incohérence matérielle, est la première fissure dans la version officielle. La fureur d'un monstre est-elle compatible avec une telle méticulosité, un tel sang-froid post-mortem? La nouvelle du drame se répand en Clamecy comme une traînée de poudre, et avec elle, les témoignages commencent à affluer, non pas sollicités, mais spontanés, comme si des consciences cherchaient à se soulager d'un poids. Le premier à se présenter à la gendarmerie est le curé de Saint-Martin, l'abbé Renaud, un homme âgé dont le regard a sondé bien des âmes. Il ne vient pas pour accuser, mais pour témoigner d'une détresse qu'il est le seul à avoir tenté de comprendre. Sa déposition, consignée sur un feuillet à part, apporte une lumière radicalement différente sur la relation entre Alistair et sa protégée, suggérant que le drame qui s'est joué dans la roulotte a des racines bien plus profondes et bien plus sombres. L'abbé raconte avoir croisé Zora une semaine avant le meurtre, près du lavoir, à l'écart de la foule. Il décrit une tristesse insondable dans son regard, un abîme de désespoir qui contrastait violemment avec la force brute de son corps. S'approchant d'elle, il avait remarqué des marques violacées sur ses poignets, des ecchymoses que les longues manches de sa robe peinaient à dissimuler. Il avait alors tenté de parler à Alistair de l'aile, état de sa créature, suggérant du repos et des soins. La réponse du forain avait été cinglante et méprisante, le renvoyant à ses ostensoirs, et lui interdisant de s'approcher à nouveau de Zora. Le témoignage du prêtre transforme la coupable en victime potentielle, et la victime en tyran. L'enquête s'enrichit ensuite de l'expertise du médecin légiste, le docteur Lambert, dépêché de Nevers. C'est un homme de science, dont le scalpel cherche la vérité dans la chair et les os, loin des rumeurs et des états des âmes. Son rapport préliminaire, d'une précision chirurgicale, confirme la cause de la mort d'Alistair, un traumatisme crânien massif, provoqué par des coups d'une violence extrême. Mais son analyse ne s'arrête pas là. Poussé par la déposition du curé, il obtient l'autorisation d'examiner Zora. Ce qu'il va découvrir sur le corps vivant de la géante va faire basculer l'enquête dans une nouvelle dimension, celle d'un calvaire chronique et méthodique. Le corps de Zora est un parchemin de souffrance ancienne. Le docteur Lambert y relève les traces de multiples fractures mal soignées aux côtes et aux doigts, des cicatrices compatibles avec des brûlures sur le dos, et des signes évidents de malnutrition sévère. Son gigantisme, loin d'être un signe de vigueur, masquait une constitution affaiblie par des années de privation et de mauvais traitements. Le rapport médical est accablant. Zora N. était pas seulement une attraction, elle était une esclave, maintenue dans un état de faiblesse physique permanent, qui rendait sa force potentielle contrôlable. Son corps N. était pas celui d'une bête sauvage, mais celui d'une martyre. La contradiction devient alors insoutenable. Comment une femme si affaiblie a-t-elle pu commettre un acte d'une telle férocité? Et surtout, comment concilier l'image de la victime soumise avec celle de la meurtrière méthodique qui nettoie l'arme de son crime? L'affaire attire l'attention d'un jeune journaliste de l'Écho de la Nièvre, celui-là même qui avait relaté l'altercation mineure quelques semaines plus tôt. Sentant qu'il tient une histoire bien plus complexe qu'un simple fait divers, il commence sa propre enquête, fouillant le passé d'Alistair, interrogeant les autres forains avec plus d'insistance que les gendarmes, cherchant le document ou le témoignage qui pourrait donner un sens à ce puzzle macabre. Les langues se délient peu à peu, on apprend qu'Alistair n'en était pas à son premier phénomène. Avant Zora, il y avait eu un homme serpent, mort d'une pneumonie dans des conditions suspectes, et une femme à barbe, qui était enfuie en pleine nuit, laissant derrière elle toutes ses affaires. Le portrait d'un homme affable se craquelle pour révéler celui d'un exploitant cruel et sans scrupules, spécialisé dans l'acquisition et l'exploitation de la misère humaine. Chaque nouveau témoignage ajoute une couche de noirceur au personnage d'Alistair, mais ne résout toujours pas le mystère de la nuit du meurtre. La clé, chacun le sent, se trouve encore dans la roulotte. Poussé par ces nouvelles révélations, l'adjudant Dubois ordonne une seconde fouille de la caravane, plus minutieuse cette fois. Les gendarmes passent chaque recoin au peigne fin, cherchant une lettre, un journal intime, n'importe quoi qui pourrait donner une voix à la silencieuse Zora. Ils examinent les vêtements, les maigres possessions, le double fond d'un coffre. L'air y est lourd, imprégné d'une odeur de tristesse et de captivité.
C'est dans ce silence pesant, presque par hasard, qu'un des gendarmes met la main sur un objet qui semble, à première vue, anodin. Un simple carnet de compte à la couverture de moleskine noire, où Alistair consignait méticuleusement ses dépenses et ses recettes. C'est au fond d'une malle en fer blanc, sous des affiches jaunies, que l'on découvre le carnet de compte de Monsieur Alistair. Feuilleté à la lueur d'une lanterne, il révèle la comptabilité ordinaire d'un forain, le prix du foin pour les chevaux, le coût de la peinture pour les panneaux, les recettes de chaque ville traversée. Et là, sur une page datée de plusieurs années, une ligne écrite d'une encre noire et précise, entre l'achat d'une nouvelle toile de tente et la réparation d'une roue, figure le nom de Zora. Le mot utilisé n'est pas engagement ou salaire, mais acquisition. Le prix est noté à côté, dérisoire. Hélène était pas son employé, mais sa propriété. Comment juger le crime d'un objet qui se rebelle? Le carnet de compte avait posé un sceau glacial sur la nature de la relation entre Alistair et Zora. Elle était une acquisition, un bien meuble dont on pouvait quantifier la valeur. Pourtant, cette révélation macabre, si elle éclairait le contexte de servitude, ne résolvait en rien le mystère de la nuit du drame. Au contraire, elle le rendait plus opaque. Comment une propriété, un être que l'on supposait brisé et soumis, avait-elle pu se muer en bourreau avec une telle férocité? L'adjudant Dubois se trouvait face à un mur de silence, celui de Zora, et à une série de contradictions insolubles. La force surhumaine nécessaire au meurtre semblait incompatible avec le corps affaibli décrit par le médecin légiste. La brutalité de l'acte s'opposait à la méticulosité du nettoyage de l'arme. La vérité restait prisonnière de la roulotte, flottant dans l'air comme un secret tenace. Poussé par une intuition que sa propre logique cartésienne réprouvait, l'adjudant ordonna une dernière fouille de la caravane. Il ne cherchait plus une preuve matérielle évidente, mais un détail infime, une anomalie, un objet qui pourrait parler à la place de la géante muette. Ces hommes investirent à nouveau l'espace exigu, cette fois avec une lenteur presque respectueuse, comme s'ils pénétraient dans un sanctuaire de la douleur. Ils soulevèrent les paillasses, sondèrent les cloisons, vidèrent les coffres déjà inspectés. Une odeur tenace de confinement, de sueur froide et de tristesse, imprégnait le bois fatigué. La lumière du jour, filtrant chichement par la petite fenêtre, dessinait des formes dans la poussière, révélant la misère d'une existence recluse. Les heures passaient, et la quête semblait vaine, destinée à ne rien livrer de plus. C'est un jeune gendarme, presque par lassitude, qui fit la découverte. Alors que ses collègues commençaient à remballer, son regard fut attiré par le petit poêle en fonte, qui servait au chauffage et à la cuisine. Machinalement, il en ouvrit la porte grinçante. À l'intérieur, parmi les cendres froides et la suie, se trouvait un amas de papier noirci et friable. Tout semblait avoir été consumé, à l'exception d'un seul feuillet, protégé par les autres, à moitié brûlé, mais dont une partie du texte restait lisible. Avec une précaution infinie, comme s'il manipulait une relique, le gendarme extirpa le fragment de papier. Il était d'une fragilité extrême, les bords calcinés menaçant de s'effriter au moindre souffle. C. était une feuille arrachée à un cahier D, écolier, couverte d'une écriture maladroite et enfantine. De retour à la gendarmerie, le document fut délicatement posé sur le bureau de l'adjudant Dubois. Sous la lueur tremblante d'une lampe à pétrole, le petit groupe d'hommes se pencha sur le fragile vestige. La lettre N n'était pas écrite dans un français académique, mais dans une langue phonétique, approximative, où les mots semblaient plus dessinés que calligraphiés. C était la tentative désespérée d'une personne qui maîtrisait à peine la langue de ses geôliers, mais qui avait un besoin impérieux de laisser une trace, un testament. Chaque mot déchiffré était une victoire contre le silence, une brèche ouverte dans la forteresse de mutisme de Zora. Pour la première fois depuis le début de l'affaire, ce N était plus la voix des témoins ou des experts que l'on entendait, mais L, écho direct et poignant de la captive elle-même. Le texte, aussi brisé fut-il, était d'une clarté foudroyante. La lettre était adressée à un frère lointain, un certain Milos, une figure peut-être réelle ou fantasmée, seul lien, qui la rattachait encore à un passé, et à une identité. Zora y décrivait son calvaire avec des mots simples et terribles. Elle parlait des coups qui pleuvaient dans la nuit, de la faim qui lui tordait les entrailles, de l'humiliation constante d'Onde, être exhibée comme une bête. Une phrase, écrite plus gros que les autres, semblait résumer toute sa révolte contenue, sa prise de conscience ultime. Je ne serai plus sa chose. Ces quelques mots transformaient radicalement la perception de son être. Hélène était plus un objet, une créature, mais une conscience en lutte pour sa propre humanité, une âme qui refusait sa chosification. Puis venait le passage qui fit basculer toute l'enquête, la phrase qui recadrait le meurtre, non comme un acte de folie, mais comme une décision mûrie dans le désespoir le plus total. Après avoir décrit une énième brutalité subie la veille,
Zora avait tracé ces mots prophétiques et glaçants, plutôt la mort que cette vie. S'il me touche encore, que Dieu me pardonne. Ce N était pas une confession mais une déclaration d'intention. Une sentence. La lettre révélait une préméditation, non pas celle, froide et calculatrice, d'un assassin ordinaire, mais celle, tragique et inéluctable, d'une femme acculée qui choisissait de reprendre le contrôle de son destin, quel qu'en soit le background. La mort d'Alistair N était plus une explosion de fureur, mais l'exécution d'un ultimatum. L'onde de choc de cette révélation fut immédiate. Le document recadrait brutalement toute l'affaire, donnant un sens nouveau à chaque détail, jusqu'alors inexplicable. Le pilon en fer, retrouvé propre et rangé, N, était plus l'arme d'une rage aveugle, mais l'instrument d'une justice personnelle, nettoyé avec le sang-froid de celle qui a accompli ce qui devait être fait. Le mutisme de Zora N était plus le signe d'un esprit simple, ou d'une culpabilité écrasante, mais la dignité silencieuse d'une femme qui avait tout dit dans sa lettre, et qui n'avait plus rien à ajouter pour sa défense. Le monstre s'effaçait pour laisser place à la figure complexe d'une victime devenue bourreau par nécessité, d'une esclave qui avait brisé ses chaînes de la seule manière qu'elle connaissait. Cette lettre à moitié brûlée changeait la nature même du crime. D'un fait divers sordide, l'affaire de la géante de Clamcy devenait une tragédie humaine d'une profondeur insoupçonnée. La question N était plus de savoir si Zora était coupable. Les faits matériels étaient accablants, mais de déterminer la nature de sa culpabilité. S'agissait-il d'un meurtre ou d'un acte de légitime défense différé? L'ultime recours d'une femme cherchant à échapper à un supplice sans fin. La nouvelle de la découverte se répandit dans la ville, divisant l'opinion publique. Pour certains, la lettre ne changeait rien, et la bohémienne devait payer pour son crime. Pour d'autres, émus par ce cri de douleur, elle devenait une sorte d'héroïne tragique. Le procès qui s'annonçait ne serait pas celui d'un monstre, mais celui de la condition humaine elle-même. La lettre à demi calcinée, loin d'apporter une conclusion, projeta une ombre encore plus complexe sur l'affaire. Clamcy se fractura en deux camps irréconciliables. D'un côté, les partisans d'une justice implacable, pour qui la préméditation révélée par les Clarel, écrit, faisait de Zora une meurtrière froide et calculatrice, une bohémienne monstrueuse, dont il fallait purger la société. De l'autre, une faction grandissante, émue par ce cri de douleur et de dignité bafouée, voyait en elle une martyre poussée à bout, une figure tragique de la condition humaine exploitée. La presse nationale, alertée par les articles de L, Écho de la Nièvre, s'empara du drame, le transformant en un symbole national du sort des phénomènes de foire. Le procès imminent N était plus celui d'un simple fait divers, mais celui d'une société confrontée à ses propres démons, à son voyeurisme, et à son indifférence. La ville entière retenait son souffle, suspendue au verdict qui allait définir son âme. Le procès s'ouvrit à la cour d'assises de Nevers, dans une atmosphère électrique. La salle était bondée, un mélange hétéroclite de notables curieux, de journalistes parisiens et de simples Clamcycois venus assister au jugement de leur géante. Zora apparut, non plus comme la créature imposante de la foire, mais comme une silhouette voûtée, écrasée par le poids des chaînes et du regard public. Son mutisme de pierre, qui avait d'abord été perçu comme un aveu de culpabilité bestiale, devenait désormais une énigme fascinante. L'accusation, menée par un procureur zélé, s'appuya sur la lettre comme preuve irréfutable d'un assassinat prémédité, dépeignant Zora comme une femme rusée cachant sa cruauté derrière un masque de victime. Face à lui, son jeune avocat commis d'office semblait démuni, luttant contre la lettre accablante, et, surtout, contre le silence impénétrable de sa propre cliente. Les premiers jours du procès virent défiler à la barre les témoins déjà connus, l'adjudant Dubois, le curé Renaud, le docteur Lambert. Leur déposition, autrefois claire, semblait désormais chargée d'une ambiguïté nouvelle. Le rapport du médecin légiste, lu à voix haute, eut l'effet d'une bombe silencieuse. La description clinique des fractures anciennes, des cicatrices et de la malnutrition sévère, fit parcourir un frisson dans l'assemblée. Comment cette femme, dont le corps N était qu'un catalogue de souffrances endurées, pouvait-elle être le monstre sanguinaire décrit par le procureur? La défense plaida la légitime défense différée, un concept juridique encore flou, mais se heurta sans cesse au mur de la préméditation. L'affaire semblait dans une impasse, oscillant entre la reconnaissance de son statut de victime et la condamnation pour un meurtre de sang-froid, jusqu'à ce qu'un événement inattendu ne vienne tout faire basculer. Alors que les débats s'enlisaient, une figure minuscule s'avança, demandant à témoigner. C'était Pépito, le nain de la troupe, que tous croyaient dévouer corps et âme à Alistair, son ombre silencieuse et fidèle.
Sa présence à la barre provoqua la stupeur. L'accusation, pensant tenir un témoin clé qui allait accabler Zora, l'accueillit avec satisfaction. Mais en s'installant, Pepito jeta un regard à Zora, un échange muet chargé d'une histoire que personne ne connaissait. Sa voix, d'abord tremblante, se raffermit, portée par une dignité insoupçonnée. Il ne venait pas pour accuser la géante, mais pour révéler la véritable nature de l'enfer qu'elle avait enduré, un secret si sombre, qu'il menaçait d'engloutir non seulement la mémoire d'Alistair, mais aussi la bonne conscience de la ville entière. Le silence dans la salle devint absolu, pesant, annonciateur d'une vérité dévastatrice. Le témoignage de Pepito fut une déflagration. Il révéla qu'Alistair ne se contentait pas d'exhiber et de battre Zora. Le soir, après le spectacle, il l'a loué pour des soirées privées à des notables de la région, des hommes respectables le jour, qui venaient satisfaire leurs vices sur la créature de foire la nuit. Un murmure d'effroi et de honte parcourut la salle. Pepito décrivit avec une précision terrible ces nuits d'humiliation, où Zora était traitée comme un objet, une bête de somme pour des plaisirs pervers. Le meurtre, expliqua-t-il, n'avait pas eu lieu après une simple dispute, mais au retour d'une de ses séances, alors qu'Alistair tentait de la forcer à repartir avec un autre client. Le crime de Zora N était plus la fin d'un calvaire, mais le refus ultime d'une dégradation absolue, un acte de reconquête de son propre corps. Mais la véritable seconde virade, celle qui scella le sort du procès et la réputation de Clamcy, survint lorsque Pepito alla plus loin. Il raconta qu'1 an auparavant, dans une autre ville de la région, un autre phénomène d'Alistair, un jeune garçon contorsionniste, était mort dans des circonstances officiellement classées comme accidentelles. Pepito affirma que le garçon était mort des suites des coups d'Alistair, mais que l'affaire avait été étouffée. Le gendarme local qui avait conclu à l'accident N était autre que le cousin d'un des notables de Clamcy qui participait régulièrement aux soirées privées. La révélation était cataclysmique. Le crime N était plus un acte isolé, mais le symptôme d'un système de cruauté et d'exploitation, protégé par une complicité active des élites locales. La culpabilité N était plus celle de Zora seule. Elle éclaboussait désormais toute une communauté. La question N était plus de juger une femme, mais un monde. Aujourd'hui, à Clamcy, le champ de foire n'est plus qu'un parking tranquille, où le silence de l'asphalte a recouvert les cris et les murmures d'autrefois. Seule la collégiale Saint-Martin, immuable, domine toujours la ville de sa masse de pierre, témoin silencieux des drames qui se sont joués à ses pieds. Les rires des forains, l'odeur de la paille et la musique des orgues de barbarie, ont laissé place au bruit feutré des pneus sur le bitume, et à l'indifférence d'un quotidien qui a oublié, ou a choisi d'oublier. La terre qui a bu le sang d'Alistair, et recueilli les larmes de Zora, est maintenant une cicatrice invisible, une mémoire enfouie sous les fondations d'une modernité pressée. Le passé ne subsiste que comme un fantôme, une vibration dans l'air, pour ceux qui savent encore écouter le silence. Et Zora? Qu'est-il advenu de la géante après le tumulte du procès? Ici, l'histoire se dérobe, et se fond dans la légende. Les archives pénitentiaires sont muettes, son nom se perd dans les limbes d'une administration qui n'a jamais su quelle case attribuer à cette femme hors norme. Certains disent qu'elle est morte en prison, quelques années plus tard, emportée par la maladie et le chagrin, son corps immense se repliant sur lui-même jusqu'à disparaître. D'autres, et c'est la version que l'on préfère murmurer à Clamcy, racontent une évasion spectaculaire, une nuit d'orage, où elle aurait brisé les barreaux de sa cellule pour s'enfuir vers l'est, à la recherche de ce frère Milos, destinataire de son unique lettre. Son sort final reste une page blanche, un mystère qui la préserve à jamais de toute conclusion définitive. Pourtant son absence est devenue une forme de présence. Parfois, lorsque le vent d'automne s'engouffre dans les ruelles étroites qui descendent vers Lyon, notamment dans la sinueuse rue de la Monnaie, les anciens disent qu'on peut sentir un frisson, comme si une ombre immense et triste passait un instant, faisant ployer les branches des arbres. Son histoire est devenue un conte pour les longues veillées, une mise en garde contre la cruauté des hommes, et le danger des secrets trop longtemps gardés. Elle n'est inscrite sur aucune tombe, mais elle fait partie du patrimoine invisible de la ville, une figure spectrale dont la souffrance a imprégné les pierres mêmes de Clamcy, rappelant à tous que les monstres ne sont pas toujours ceux que l'on croit, et que la justice a parfois des formes étranges et terribles. En refusant d'y être un monstre, Zora est devenue une énigme éternelle, un miroir tendu à la face d'une société qui l'avait d'abord consommée comme un spectacle, avant de la juger comme une criminelle. Son acte fut-il le point final d'une vengeance, ou le premier cri d'une libération? La question demeure, flottant au-dessus des toits d'ardoise de la vieille ville. Son histoire ne propose aucune morale, seulement le poids d'une vie brisée qui, dans un éclair de violence, a tenté de se réapproprier sa propre humanité.
Le silence qui entoure aujourd'hui son nom est aussi lourd et aussi froid que le fer des chaînes qu'elle a portées, une pesanteur qui, plus d'un siècle plus tard, interroge encore la conscience endormie de la ville.